Bonsoir. Écoutez, je suis très heureuse d'être aux côtés de Jean-Luc, que je connais effectivement depuis près de 10 ans maintenant, pour soutenir Christine Bécabin et Xavier Ray dans cette campagne des cantonales, et je me réjouis que ce soutien soit un soutien Europe Écologique et Vert CAP 21, ce qui montre que la famille écologiste est capable de travailler ensemble. Je pense que c'est bien et que ça augure bien de la suite des choses. Alors, mon propos ne sera pas trop long, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse dialoguer, poser des questions. Donc, je ne vais pas traiter tous les sujets. Les gaz de schiste, je sais qu'il y en a un d'entre vous qui me tendra la perche tout à l'heure, comme ça je vais répondre. Je voudrais, dans les 10 minutes que je vais prendre, me concentrer plutôt sur la suite de ce que vient de dire Jean-Luc. On s'est connu effectivement en 2002 à Anticorps, qui n'était pas encore une association qui a le développement qu'elle a aujourd'hui, tout simplement parce que la question de la lutte contre la corruption est un sujet qui pour moi est majeur et que j'ai rencontré en fait dans ma vie d'élu. Dans ma première vie d'élu, en 1989, j'ai été élue à Cabourg. J'ai été élue à Cabourg et peut-être parce que j'étais un peu naïve, j'ai accepté d'être élue sur la liste d'un monsieur que je ne connaissais pas, ou qui n'était pas, qui m'avait assuré d'une liste transcourant, mais disant que lui-même n'appartenait à aucun parti politique, ce n'était pas vrai, il était RPR. Mais enfin, peu importe, ce n'était même pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il était malhonnête. Ça, évidemment, il n'allait pas me le dire. Simplement, je m'en suis rendu compte assez vite, c'est un peu mon métier, non pas de fréquenter des gens malhonnêtes, mais en fait de connaître un peu le droit. Et à la troisième séance du conseil municipal, ne vois-t-il pas, troisième séance, ou la deuxième séance, c'est la deuxième séance, la première on a élu les adjoints, j'étais adjointe, la deuxième séance, on approuve le contrat passé avec la SFIL, qui est une société d'eau. C'était une filiale de Veolia. Et je dis, mais attendez, il y a eu un appel à la concurrence, on s'embarrassait du maire. Je dis, écoutez, moi je suis désolée, je suis pas d'accord. Donc, deuxième séance du conseil municipal, je me suis abstenue. Ça a commencé très très bien. Donc, le secrétaire général, qui était un copain du maire, m'a rattrapé, j'allais par les cheveux dans le couloir. Il m'a fait un véritable scandale. Vous ne comprenez pas que nous devons signer ce contrat puisque c'est eux qui ont financé la campagne. Texto. Alors, je lui ai dit que je ne savais pas, que si j'avais su évidemment, je n'aurais pas fait campagne, que deuxièmement, de toute façon, ça avait été absolument éperdument légal. Et donc, ça a commencé comme ça c'est quand même très mal terminé pour lui, puisque j'ai fini par déposer une plainte à la constitution de partie civile en tant qu'officier de police judiciaire en 92, et il a été condamné, non pas sur ma plainte, mais sur une autre plainte que nous avons déposée en 1995 après avoir été réélu, d'avoir foutu dehors. Et donc il a été condamné pour banqueroute, abus de confiance, etc., etc. 5 ans de privation de ses droits civiques, 18 mois de sursis, et cerise sur les gâteaux, on lui a demandé de rembourser à la commune une partie de ce qu'il avait piqué. Donc on l'a fait condamner à titre personnel à rembourser quand même. Voilà. Donc ayant vécu ça, ayant vécu de très près la manière dont l'administration française fonctionnait quand un élu voulait avoir pour dire que ça n'allait pas dans sa commune, c'est-à-dire que je me suis fait emparer par tout le monde, sauf un préfet remarquable qui s'appelait Pierre Bess, qui était préfet de région, qui a compris ce qui se passait. C'est pas que les autres n'ont pas compris. Ou ils étaient incompétents, ou pas à savoir, il y avait un problème. Lui, il a tout de suite compris, il a essayé de faire quelque chose. Les autres s'en sont fichus royalement. La Cour des comptes n'a pas voulu changer, la Cour des comptes n'a pas voulu savoir. C'est comme ça que cette commune, qui est Cabourg, s'est retrouvée en quasi-faillite en 1995. Comme j'étais ministre, on n'a pas voulu me mettre sous tutelle, c'était pas très élégant, mais il n'empêche que la ville paye encore ce qui a été fait. Je vous donne un exemple, en tant que l'eau, nous avons emprunté 35 ou 40 millions de francs, pour reconstruire un casino. Cet argent a été dépensé, n'a jamais servi à construire le casino. De telle sorte que quand nous sommes arrivés, il fallait payer l'entreprise, donc on a dû emprunter 35 millions de francs pour payer l'entreprise qui a fait les travaux.
Donc on s'est retrouvé avec 70 millions d'emprunts au 35, mais il y a pas ce genre de choses. Voilà. Donc je me suis dit que des choses pareilles c'était franchement inacceptable et que ma vie politique qui allait continuer serait consacrée pour partie à ce sujet. C'est comme ça que j'ai été dans les premières à me retrouver à Anticorps et que j'ai adhéré à Transparency International, donc je suis administrateur depuis 10 ans maintenant. Voilà, et je dirais que je suis très angoissée de la manière dont je vois les choses évoluer. Parce que ce qui était, je dirais, ce qui existait, et de manière quand même assez rare en France, c'est-à-dire il y a eu des choses, oui, c'est vrai, enfin, dans l'immensité des communes françaises, de l'administration française, les choses étaient propres. Or, je constate qu'aujourd'hui, et pas seulement en France, le système qui mélange conflit d'intérêts, trafic d'influence, corruption, est en passe de s'institutionnaliser, c'est-à-dire que ça devient quelque chose de général. Et je voudrais attirer votre attention sur un point. On parle aujourd'hui beaucoup de conflit d'intérêts. Qu'est-ce que c'est que le conflit d'intérêts dont on parle? Vous vous rendez compte, c'est quand même pas de bol. M. Tartampion, qui exerce des fonctions de conseil, d'expert, je ne sais pas quoi, il pourrait bien quand même, parfois, pour lui ça doit être difficile de bien décider parce que quand même, il est aussi consultant payé par la société machin truc qui est intéressé par la décision qu'il faut prendre. Alors, c'est pas de sa faute, vous voyez, dans cette situation, c'est très très difficile pour lui à vivre, le malheureux. Non. Et donc, il faut l'aider avec un code de déontologie pour bien gérer ces situations de conflit d'intérêts. C'est vraiment les bisounours chez Père Noël. Hein. Parce que c'est évidemment pas du tout ça dont il s'agit. Ce qui nous est présenté comme étant un conflit d'intérêts, à la fois t'as pas de chance. C'est en réalité une organisation. C'est-à-dire que les grands lobbies ont fait en sorte que puisse être à la bonne place au bon moment la personne dont ils auront besoin. Comme ça. Et donc, c'est pas du tout la faute, t'as pas de chance ou au hasard des circonstances qu'une personne se trouve dans une situation de conflit d'intérêts. C'est une organisation qui a été mise en place pour lui permettre effectivement de décider dans le sens dans lequel on attend qu'elle décide. Et ce que je suis en train de vous dire vaut dans le domaine de l'eau, mais vaut dans le domaine de la santé. Ce que j'ai découvert au niveau du Parlement européen sur la manière dont fonctionnait l'Organisation mondiale de la santé, dont fonctionne l'EFSA, l'Agence de sécurité sanitaire et alimentaire au niveau européen, dont fonctionne l'EMA, qui est l'Agence du médicament, dont fonctionne l'AFSA, l'Agence française de sécurité, l'ex-Agence française de sécurité sanitaire, aujourd'hui c'est l'ANSES. Alors l'ANSES, ça m'a l'air d'être un peu mieux. C'est-à-dire que c'est un peu mieux, ça m'a l'air d'être un peu plus correct. C'est ça. C'est ça. Donc on est en face de quelque chose qui est extrêmement difficile à dégoupiller. C'est-à-dire qu'on veut nous faire admettre qu'un code de déontologie pour la gestion des conflits d'intérêts va régler des problèmes, alors qu'en réalité, il s'agit d'un trafic d'influence organisé. Voilà, je suis là-dessus tout à fait clair. Donc il ne faut pas se laisser prendre. Vous avez parlé tout à l'heure de la différence entre la communication et autre chose. Ça, c'est de la communication. Et je dirais même la propagande. Même pas très fine. Donc, notre travail à nous, je dirais de la société civile et des politiques qui ont le courage de se lancer sur ce combat, parce que franchement, on prend plein la figure, on ne peut pas s'enquiller, c'est précisément de porter le fer là où il doit l'être, et de manière extrêmement rationnelle. C'est une action construite, stratégique, de manière à démonter ces systèmes. Pourquoi est-ce qu'il faut les démonter?
dire parce que c'est illégal. Oui, certes. Donc c'est illégal, c'est pas bien, il n'y a pas de raison qu'il y en ait qui respectent la loi et d'autres qui ne la respectent pas. En soi, c'est déjà une condition suffisante. Mais c'est pas le pire. Le pire, il n'est pas là. Le pire, il est dans ce que, deuxièmement, ce sont de très mauvaises décisions qui sont prises. C'est-à-dire des décisions qui ne sont pas satisfaisantes pour l'intérêt général. Ça, ce n'est pas acceptable. L'affaire du Mediator, que tout le monde connaît, donc je vais prendre cet exemple-là, parce que je sais pas ce que je suis en train de dire, en est une parfaite illustration. Mais de la même manière, quand on nous a fait acheter des vaccins H1N1, qui nous ont coûté quelque chose comme 800 millions d'euros au dernier compte de la Cour des comptes. Et encore, dans les 800 millions, je ne suis pas sûre qu'on intègre tout ce que j'appellerais la sauce. C'est-à-dire ce qui va autour des vaccins et des piqûres. Les masques, ça ne vient rien du tout. Par exemple, un certain nombre de choses comme ça. Donc je pense que le chiffre de 800 millions d'euros, il y a un chiffre qui est probablement en dessous de la vérité. Alors quand on sait la difficulté du budget des comptes publics aujourd'hui, 800 millions d'euros, c'est une somme énorme. C'est presque 1 milliard d'euros. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. C'est exactement la même chose. Donc les décisions sont mauvaises. Et troisièmement, ce qui est peut-être dans mon esprit le pire, c'est que la machine démocratique ne peut plus du tout fonctionner. Quand nous nous posons la question, lorsqu'une décision publique est prise, de savoir, non pas si cette décision est bonne pour l'intérêt général, parce que c'est difficile de décider en politique et on peut se bourrer, mais on peut avoir un débat sur c'est d'intérêt général, c'est pas d'intérêt général. Ça, c'est un débat que nous devrions avoir. Vous voyez, bon, on peut discuter sur le nucléaire, par exemple. Bon, moi, je ne suis pas très pour, mais à la limite, je vais discuter avec des gens qui sont pour parce qu'ils peuvent défendre des intérêts généraux qui pourraient dire qu'il y a un intérêt. Moi, je ne crois pas. Je pense que la balance est déficitaire. Mais bon, c'est des sujets dont on peut discuter. Mais là, ce qui s'allume dans notre tête de Français aujourd'hui, quand une décision est prise, c'est fait pour faire plaisir à qui? Et quand on commence à se poser ces questions-là, et qu'on ne se pose plus la question de l'intérêt général, eh bien c'est que le système démocratique ne fonctionne plus. Et ça, c'est catastrophique parce qu'on ne peut plus avoir d'abord, on ne peut plus avoir de débat, et ensuite, on ne peut plus avoir de confiance. Et une société démocratique ne peut pas fonctionner sans confiance. Il y a un pacte de confiance qui doit exister entre les citoyens et les décideurs. Quand il n'y a plus cette confiance, c'est-à-dire qu'on doute des motivations du décideur public, et à ce moment-là, le système démocratique est en crise et nous en sommes à ce stade. Donc, il faut changer. Il faut changer. Comment est-ce qu'on change? Eh bien, on change déjà en prenant des mesures assez simples qui permettent d'éviter les conflits potentiels, non pas les gérer. Je ne crois pas à la gestion des conflits d'intérêts. J'ai jamais cru qu'on pouvait faire un mur de, ils disent les Américains, un mur de, je cherche le mot, non, non, c'est pas ça, un mur de, je ne sais quoi, un mur étanche entre deux activités. Attendez, on n'a qu'une tête. Et on ne peut pas le matin à quelque chose et l'après-midi, le repas, le matin. Ça ne marche absolument pas, ça n'existe pas. Peut-être sur une planète, mais pas chez les humains, on ne sait pas faire. Personne ne sait faire ça. Donc ça, c'est pas possible. Donc il faut éviter. Donc c'est le cumul des mandats, c'est le cumul des fonctions, c'est la transparence sur les déclarations d'intérêt, lorsqu'il y en a. Et là, je peux vous dire que c'est un univers qui s'ouvre, hein, franchement, notamment dans le domaine de l'expertise scientifique, qui est un domaine que je commence à assez bien connaître. Je vous donnerai un exemple dont on parlait cet après-midi, que j'en rappelle. J'ai découvert il y a 10 jours, 15 jours, que le directeur de l'Agence du médicament européen, c'est quelqu'un d'important. Entre parenthèses, l'Agence du médicament gérée à 80% par des fonds privés. Ça met la parole. Ce brave directeur de l'Agence du médicament, elle avait quitté l'agence. Ça, elle a le droit. Et
qu'il était devenu le directeur non exécutif d'un très grand laboratoire et le conseil stratégique et scientifique d'un autre. Ça m'a interpellé. Type qui a pendant 10 ans, 15 ans, parce qu'il a été resté 15 ans, géré toute la politique du médicament en Europe, il devient le conseil stratégique d'un laboratoire pharmaceutique. Ça pose de problème à personne. Donc j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit à l'agence du médicament pour demander, parce qu'il y a quand même quelques règles au niveau européen sur ces sujets-là, si l'autorisation lui avait bien été donnée. Alors on m'a envoyé quelque chose qui est absolument merveilleux. C'est la lettre du monsieur en question et la réponse de l'agence. La lettre du monsieur consiste à dire, voilà, comme vous le savez, je quitte mes fonctions le 31 décembre. Il serait dommage que toute l'expérience que j'ai acquise ne puisse pas être mise au service de la collectivité. J'ai donc décidé de m'établir comme conseil au service des organisations non gouvernementales, des collectivités publiques et des entreprises. Et bien entendu, j'aurai à cœur d'avoir une gestion extrêmement rigoureuse des conflits d'intérêts. Et l'agence du médicament lui répond, cher monsieur le directeur, nous avons pris acte de votre proposition de devenir conseil d'achat. Dans la mesure où vous gérez vos conflits d'intérêts, il n'y a évidemment aucun problème. Donc, je vous écris que je gère vos conflits d'intérêts, vous me répondez que vous êtes très content parce que je vais les gérer et je suis en règle. C'est se foutre du monde. Alors, évidemment, mon courrier a provoqué une légère indignation. Donc, le monsieur a renvoyé un deuxième courrier dont j'ai demandé communication, m'a dit qu'on ne peut pas me le donner pour le moment. Donc j'ai fait appel de cette décision qui refuse de la lettre, et j'ai demandé bien entendu à l'agence des médicaments de confier également leur réponse à la lettre. Et puis je ne vais pas en rester, parce que je vais en faire un affaire. C'est le principe de cette affaire. Donc il faut trouver des cas comme ça qui mettent en évidence les sujets. Voilà, Madame Bachelot, je terminerai là-dessus, vient de se faire piquer par le Conseil d'État à propos de l'AFSA, où elle a un avis de l'AFSA lui a été donné, dont le Conseil d'État a mis en évidence le fait qu'il avait été donné par des gens qui avaient à l'évidence un conflit d'intérêts, et que cet avis n'était pas régulier, et donc la décision de Madame Bachelot était irrégulière. Donc c'est très intéressant parce que vous voyez, par ces cas, nous construisons, je dis nous, c'est nous tous, nous construisons notre déontologie à nous. C'est-à-dire ce que nous voulons voir interdit. Et ce que nous voulons voir interdit, c'est tout simplement ce que la loi interdit. Car il n'y a pas besoin de voter de nouvelles lois. Le seul sujet, c'est d'arriver à la fin. C'est le seul problème. On a dans l'arsenal juridique tout ce qu'il faut. Tous les codes bidons, de bonne conduite et autres machins, ça ne sert à rien du tout. Ça sert à une chose, éviter que la loi s'applique. Donc, appliquons la loi, nous sommes là pour ça. Et je pense que nous aurons une société beaucoup plus saine et qui permettra précisément de rétablir la confiance, qui est quelque chose d'absolument essentiel pour répondre aux enjeux considérables que nous avons par exemple. Merci. Si je peux me permettre, je vais rajouter un exemple. Madame Mitterrand était invitée il y a le 1er février à Périgueux par des associations et un certain nombre de partis de gauche. Et quelques jours avant cette réunion, le directeur de cabinet appelle Mme Mitterrand, donc c'est moi qui réponds, et le directeur de cabinet me dit, voilà, le contrat avec la Lyonnaise des Eaux, en l'occurrence, se termine le 31 mars, le 1er février. Le monsieur le maire voudrait voir Mme Mitterrand pour faire la photo, mais il ne faut surtout pas que Mme Mitterrand parle de la question de l'eau, parce qu'on est dans la procédure et ce serait trop... Voilà. Alors évidemment, je savais la réponse de Mme Mitterrand, mais j'attendais quand même sa réponse. Elle envoie mettre, donc ils ne se rencontreront pas donc ce 1er février. Par contre, on fait une réunion publique, et 2 jours avant la réunion publique, un article de Sud-Ouest, donc souvent la presse nous informe plus vite que les élus eux-mêmes, et on apprend que M. le maire venait de signer un partenariat avec Suez, qui avait le contrat et qui concourait au nouveau contrat, pour un festival art et eau qui aurait lieu au mois de juin. Bon. Donc on fait la conférence le soir, Mme Mitterrand parle, et moi je me permets, parce que c'est pareil, évidemment, intervient sur ce sujet-là, et je dis, je conseille à M. le maire qui n'est pas là, mais ça se sera répété, que
au cas où Suez aurait marché, il risquerait d'avoir peut-être par un usager, une association, une attaque sur la validité du contrat, et puis peut-être sur son éligibilité. 3 semaines après, il y a 10 jours, Sud-Ouest, Monsieur le maire annonce qu'il rompt le partenariat pour le festival Areo, mais qui cherche évidemment l'argent correspondant. Hein, vous voyez, juste, alors, juste parce que comme il y a le bien public, et j'ai fait un petit jeu de mots, parce que l'eau est un bien commun, est un bien public, hein, vous voyez le petit jeu de mots, et moi je conclue souvent, et c'est tellement vrai par rapport à ce que tu as dit, la lutte pour l'eau, c'est la lutte du pot de terre contre le pot de vin. Vous voyez ce que je veux dire? Merci infiniment à tous les deux pour ces interventions qui, je pense, auront suscité des questions dans la salle.